chute des cours du pétrole sur lequel l'économie du pays s'organise, mais aussi de la violence qui est le fait du groupe islamiste Boko Haram, mais aussi et surtout des groupes rebelles qui s'en prennent aux installations pétrolières dans le sud du pays, des groupes qui dénoncent l'absence de retombées positives sur les populations locales de cette manne pétrolière. Moïse Gomis s'est rendu pour France 24 dans l'état du Delta. Il est parti à la rencontre de ces communautés qui vivent sur ces territoires riches en pétrole. Chaque matin, Fef Aforigo vient faire la mise en place de sa boutique. Nous sommes à Wari, la capitale de l'État du Delta. Fef est ingénieure pétrolière, diplômée d'une université en Angleterre. Elle est au chômage depuis plus d'1 an. J'ai accumulé de l'expérience et de la pratique à l'étranger. Et je reviens dans mon pays en me disant que mes connaissances acquises au Royaume-Uni, que tout ça allait être utile ici. Et en fait, rien. On ne me donne pas ma chance. Aucune entreprise de pétrole ne m'accepte. Et comme Fef, plusieurs centaines de milliers de jeunes du delta du Niger n'ont pas accès aux emplois liés à l'industrie du pétrole et du gaz. Sur ce territoire, des grandes multinationales opèrent aux côtés de la compagnie pétrolière nigériane. Ici, beaucoup de gens disent ne pas voir les retombées de l'or noir. C'est le cas notamment de certains membres de la communauté Ishikiri, un peuple natif de l'état du Delta. La voie de la non-violence, c'est celle choisie par Collins Edema. Il préside l'Association nationale des diplômés Ishikiri. Cette organisation se bat pour une meilleure insertion professionnelle de ses membres et améliorer les conditions de vie de la communauté. C'est aussi une de ses priorités. Comprenez que par des méthodes pacifiques, on peut réussir à bloquer ces compagnies pétrolières, les forcer légalement à fermer. Mais pour ça, il faut aller à la Haute Cour fédérale de justice, obtenir une interdiction administrative qui les empêche de poursuivre leur exploitation tant qu'ils ne s'attaquent pas aux vrais problèmes. Parce que nos terres ici, qui sont vitales pour ceux qui y habitent, ceux qui en vivent, ces terres sont lourdement polluées à longueur de journée. Cette rivière mène vers plusieurs champs de pétrole de l'état du Delta. Faute de routes praticables, il faut parfois naviguer durant 6 heures pour rejoindre certaines localités. Accompagné par des membres de son association, Collins Edema doit rencontrer 3 communautés. Mon objectif avec ce voyage, c'est de récolter informations et témoignages à la source. Je veux mieux connaître les conditions de vie dans ces communautés qui vivent aux abords des exploitations pétrolières. Je veux mieux connaître ce qu'endurent les gens qui vivent sur place. À quelques encablures du golfe de Guinée, Escravos, une des localités majeures du pétrole nigérian. Escravos regroupe 5 villages où vivent 150 000 habitants. Jusqu'au XVIIIe siècle, c'était un port de départ d'esclaves vers l'Amérique. Aujourd'hui, Collins et sa délégation sont accueillis par un collectif de jeunes. En août dernier, ces jeunes ont bloqué pendant plusieurs jours les opérations de Chevron. À l'extrémité de cette plage se trouve le terminal d'Escravos, le site d'exportation de la multinationale au Nigeria. Lorsqu'un habitant ici tombe gravement malade, il ne peut jamais accéder à la clinique moderne qui est installée sur leur site. Chevron nous avait pourtant promis de construire une ville moderne, mais il n'en est rien. Dans ces cabanons en tôle, beaucoup rêvent d'un contrat chez Chevron ou chez l'un de ses sous-traitants. Plusieurs centaines de milliers de barils de pétrole transitent tous les jours via ces installations. En quittant Escravos, nous longeons les plateformes pétrolières de la compagnie américaine avant de rejoindre Délé à moins d'1 heure en bateau. Ce village s'est d'ailleurs vidé de ses habitants car peu d'entre eux supportent les conditions de vie. Ces femmes nous emmènent devant l'unique dispensaire du village. Je suis tellement en colère. Parce que ce centre de santé ne sert à rien. Rendez-vous compte, quelqu'un est venu et a construit soi-disant un dispensaire, mais en fait c'est juste un bâtiment. Il n'y a ni personnel de soins, ni médicaments. C'est nul. Des projets abandonnés comme celui-ci sont nombreux dans les villages du delta du Niger. Bien souvent financés par l'industrie du pétrole et du gaz, ces actions sont portées par des structures locales. Sollicité, Chevron a refusé de répondre sur ses actions dans le delta devant la caméra de France 24. En revanche, un cadre de la multinationale a reçu l'association des diplômés Ishikiri. Lorsqu'on leur soumet un problème, les gens de Chevron disent systématiquement qu'ils vont y regarder de plus près. Mais à peine vous avez quitté la pièce, ils vous oublient. Chevron a déjà passé plusieurs protocoles d'accord avec nous, le peuple Itsekiri, mais ils ne les ont jamais honorés. J'espère que ce rendez-vous débouchera enfin sur quelque chose d'un peu positif pour nous. L'association a suspendu son mouvement de protestation contre Chevron.
Néanmoins, Collins Edema se dit prête à tout relancer si leur principale revendication n'est pas entendue. Le retour du siège de Chevron dans le delta du Niger et des emplois pour des diplômés Ishikiri. Et on reparle de tout ça avec notre invité Emmanuel Iga, consultant en géopolitique et développement international, auteur de Nigeria Vademecum. Bonjour Emmanuel Iga, merci beaucoup d'être avec nous sur France 24. Bonjour. Vous connaissez très bien la situation dans la région du Delta. Quel est le quotidien de ces populations locales ? Oui, vous avez fait un très bon reportage, c'est très éloquent ce qu'on a vu, c'est exactement la situation sur le terrain. Je crois qu'on a aperçu l'état très dilapidé de l'environnement, des rues dans les villes. Il n'y a pas de système de drainage, d'évacuation des eaux, etc., pluviales, et ça pose énormément de problèmes au niveau du développement humain là-bas. Donc on est dans une zone qui devrait normalement être comparable au Texas, aux États-Unis, parce que c'est là où on produit le pétrole au Niger. Le pétrole, ça compte pour 90% des recettes à l'exportation du Nigeria. Et malheureusement, on n'a rien qui montre sur le terrain. Il n'y a eu aucune retombée positive sur les populations locales de l'exploitation de cette oui, manne pétrolière. Le problème, c'est que il y a des gouvernements successifs qui sont passés, qui ont fait des politiques avec de bonnes intentions, mais je pense que il y a peut-être une très mauvaise coordination au niveau de la mise en œuvre de ces politiques entre le pouvoir central et les chefs locaux dont on a vu certains dans ce film. C'est à ce niveau-là qu'il y a un problème qui fait qu'on ne puisse pas optimiser les résultats de ces politiques. C'est quoi les problèmes ? La corruption en fait partie ? La corruption, qui est très importante. Je pense que on a vu que une multinationale, particulièrement donc Chevron, qui est l'une des plus grandes multinationales dans le secteur, les multinationales sont mises en cause. C'est plus facile parfois pour les populations de mettre la pression sur les multinationales que sur le gouvernement. Or, le développement ne peut pas se faire par les multinationales. En fait, elles sont pas là pour faire le développement. Elles sont là pour faire en fait du business. Il faut dire les choses par là. Non, exploiter le pétrole et gagner de l'argent, faire gagner de l'argent au Nigeria. Maintenant, le gouvernement qui reçoit des allocations budgétaires, même importantes, parce que ces États du delta du Niger, qui sont au nombre de 9, sur les 36 États fédérés du Nigeria, ces États-là reçoivent, en plus des allocations normales que tous les États fédérés du Niger reçoivent une sorte d'allocation spéciale qui est allouée donc à ces États, 13% des recettes pétrolières qui ne sont pas partagées par les autres États, mais uniquement par les États du delta du Niger. Donc, ils ont quand même une partie importante de cette manne pétrolière. Mais le problème, c'est que tout ça ne se traduit pas en termes de développement. Et je pense que c'est sur cette question-là que le gouvernement, le pouvoir central, devrait traiter à fond avec les représentants des populations du delta du Niger dans le dialogue qui est en cours. On entendait aussi dans le reportage une jeune fille qui disait être diplômée à l'étranger et pourtant au chômage. Son cas n'est pas isolé dans le delta du Niger. C'est quoi les conséquences de cette frustration de la jeunesse ? Mais c'est ça qu'on voit pratiquement toutes les semaines. Les portails, les entrées des sièges des multinationales qui sont dans le delta du Niger sont bloquées par des jeunes. Dont beaucoup sont diplômés, dont de bons diplômes, des diplômes en informatique, en génie de pétrole, etc., et qui cherchent du travail et qui ne trouvent pas du travail. Donc, ils viennent mettre la pression sur les multinationales. Bon, les multinationales ne peuvent pas non plus résoudre tout le problème du chômage du delta du Niger. Il y a d'autres groupes qui protestent contre cette injustice visible. Ce sont les groupes armés qui multiplient en ce moment les attaques contre des installations pétrolières. Malheureusement, on doit rendre l'antenne. Merci infiniment, Emmanuel Iga, d'être venu jusqu'à nous. Voilà, c'est la fin de ce focus.